Sur les hauteurs du Tigné, le miel fait partie du paysage. Bruyères et collines ensoleillées, c'est l'endroit parfait pour les abeilles. Et pourtant, en 2025, les récoltes ont été très difficiles dans les Alpes-Maritimes, notamment dû à un changement climatique. Des ruches à l'atelier, nous allons rencontrer un apiculteur qui, depuis des décennies, continue de mettre en œuvre son savoir-faire afin de connaître son métier ainsi que les difficultés face auxquelles il est confronté. Alors Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc sur votre exploitation. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que nous sommes ici au Tigné? Alors nous sommes très exactement dans ce qu'on appelle la Haute-Siagne, en bordure du maquis. Et c'est un des nombreux emplacements qu'on utilise pour les ruches entre septembre et le mois de mai, sachant que les autres mois, donc mai, juin, juillet, août, sont des mois de transhumance où on amènera les ruches ailleurs, pour faire d'autres miels, pour rencontrer d'autres végétations. Mais c'est très important qu'on ait ces phases-là pour la mise en hivernage. Là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de préparer les ruches, disons, à passer l'hiver le mieux possible. Et ici, vous avez donc plusieurs ruches. Est-ce qu'on va peut-être commencer par cette partie-là, si vous voulez nous montrer, on vous suit. Voilà, alors ici j'ai un rucher de dessin. Ce sont des ruchettes qui contiennent en gros on va dire des petites ruches avec des reines de l'année. Et à côté, là, juste là, on a des ruches de production, donc des ruches adultes, beaucoup plus costauds normalement, qui elles devraient pouvoir produire directement au printemps. Donc ici, c'est Voilà. ce qu'on appelle une ruchette alors. Ce sont des ruchettes, ce sont des ruchettes qui ont... Alors je leur dis bonjour quand même, pour pas qu'il y ait de réaction négative de leur part. Et votre manière de leur Sachant dire bonjour, que c'est un petit peu de fumée pour simplement les calmer, on va dire, pour que les odeurs se mélangent entre l'odeur de la fumée et ce qu'elles vont essayer de se dire entre elles. Donc ce qui fait qu'en enfumant, et en cette saison, il vaut mieux en fumer un petit peu quand même, parce que c'est pas une saison très, très facile. Bon, moi j'ai gardé la petite grise sur le visage quand même parce que je suis moins habitué que vous. Vous êtes plus habitué. Voilà, je vais voir ce qui se passe. Pour éviter les piqûres. Ben voilà, je vais voir ce qui se passe, je vais vous dire. Alors on va aller voir ce qui se passe dedans. Donc en fait, dans une ruchette comme ça, vous avez normalement, encore en cette saison, après ça va baisser au fur et à mesure que les jours vont devenir de plus en plus courts et l'hiver de plus en plus froid. Là on est encore à l'automne. Vous avez du couvain. Alors le couvain c'est quoi? Ce sont les futures abeilles, en fait, c'est la nurserie, si vous voulez. Ce sont tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là sous les abeilles. Et vous pouvez les toucher, etc. Oui, on peut les toucher, bien sûr. Tout ce que vous voyez là, ce sont des larves qui ne sont pas encore operculées. Et sous les opercules, là, sous ces parties qui sont fermées, vous avez des nymphes qui sont les futures abeilles qui vont naître dans quelques jours. Voilà. Tout ça, c'est du miel. Ce sont des provisions pour elles. Et puis, une petite bande de pollen qu'elles conservent aussi à côté pour, au fur et à mesure, pouvoir distribuer les protéines aux petites larves qui vont venir ensuite. La reine pond encore en cette saison parce qu'il fait doux, il faut reconnaître quand même qu'il ne fait pas froid. Ah, il y en a beaucoup quand même. Oui, ben heureusement, parce que sinon ça ne passerait pas l'hiver. Voilà, donc vous avez, c'est une jeune reine, on va peut-être même arriver à la trouver si on cherche un petit peu. Voilà, la reine est là. La reine est là, on l'a trouvée tout de suite. Bon, il faut dire que c'est pas bien grand là-dedans. Elle a un petit point de peinture sur le dos, vous la voyez? D'accord. Voilà, la reine est là, je la laisse tranquille. Elle est en train de faire sa ponte, son couvain. Et tout ça c'est du miel, mais il y a quand même encore cette partie de ponte. Quel est son rôle du coup? Alors la reine, c'est elle qui donne... tous les individus qui sont dans la ruche sont pour l'essentiel des femelles, donc les filles, et pour les mâles, mais là en cette saison il n'y en a pas beaucoup, sont les enfants de la reine. Tous. Les œufs fécondés donnent des femelles, les œufs non fécondés donnent des mâles. Et c'est elle qui fournit les œufs en quantité suffisante pour le renouvellement de la colonie, jusqu'à 2000 œufs en saison, pas en cette saison, mais il y a des moments où elle est capable de faire 2000 œufs dans la journée, 2000 œufs par jour. Et là, elles produisent quand même du miel du coup. Alors là, elles en produisent pour elles. Vous m'excusez, mais je suis obligé d'enlever les abeilles qui viennent sur moi parce qu'elles me cherchent un petit peu la tête quand même. C'est un peu froid la saison. Voilà. Bien sûr, elles rentrent du pollen, elles rentrent un petit peu de miel peut-être, mais surtout du pollen, pour amener les protéines pour le couvain qu'on a vu tout à l'heure. Et là, il y a quand même 3 couvains, donc c'est pas mal. Et puis, il y a des provisions surtout. Regardez, tout ça, c'est par exemple, c'est un cadre, il y a du miel. Évidemment, c'est pour elle, c'est pas du miel qu'on récolte du tout. Tout ça, c'est du miel, ce qui est là. Voilà. La reine qui est passée sur ce cadre-là. Elle a changé de cadre. Bon, je vais la remettre au milieu. Pour pas lui faire mal.
Et voilà, ce qui est sous la cire, là, c'est du miel. Hein. Si voilà, il n'y a pas de problème, je peux le désoperculer. Vous voyez, ça c'est du miel. Qui dans la ruche comme ça est liquide, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais ça pourrait se manger Ah, ça peut se manger tel quel. Le miel est un produit agricole primaire, ça se mange tel quel. C'est d'ailleurs excellent. Je vous en ferai goûter tout à l'heure, vous verrez, c'est très très bon. Parce que là, j'avoue que je ne serais pas forcément en capacité d'enlever le masque au vu de toutes les abeilles qu'il y a. Mais bon, vous n'avez pas peur à force de faire ce métier. Heureusement que je ne vais pas aux abeilles en ayant peur. Ça serait quand même assez inquiétant hein, quand c'est mon métier, quoi. Là, on est sur des ruches qui sont plus grandes que celles qu'on a vues précédemment. Alors. Voilà, ce sont des ruches, on va dire adultes, hein, des ruches de production qui sont normalement prêtes pour produire en 2026, l'année prochaine, directement, quoi, sans qu'on ait besoin de faire beaucoup de travail dessus, autre que les suivre dans le développement, et puis bien sûr, mettre les hausses, donc ce que je vous expliquerai tout à l'heure, pour, au fur et à mesure de la croissance du nombre d'abeilles, pour leur donner de la place et leur permettre éventuellement, si tout se passe bien, de produire du miel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment une abeille tout simplement fait du miel pour une personne qui ne le saurait pas forcément comment est-ce qu'on en arrive à avoir du miel en fait, le processus d'une abeille? Je vais peut-être surprendre, mais en gros, si vous voulez, je vais dire l'abeille ne fabrique pas le miel. L'abeille récolte une matière première sur les plantes, qui est dans les fleurs, ce qu'on appelle le nectar, ou de la sève élaborée sur certains arbres. Et à partir de cette matière première qui est 100% végétale, elle va avoir deux rôles essentiels. Deux rôles essentiels, à partir de ce nectar qu'elle ramasse dans la corolle des fleurs, elle va le déshydrater, parce qu'au départ, il y a beaucoup trop d'eau, c'est trop liquide, et ça ne se garderait pas. Elle va donc le concentrer, et en se le passant, les abeilles vont se le passer de l'une à l'autre, par un énorme travail de ventilation avec les ailes et de passage de l'une à l'autre, elles vont arriver à concentrer le nectar, qui va passer de 60, 70, voire 80% d'humidité, jusqu'à, en Provence par exemple, régulièrement c'est 16%. Donc vous voyez, c'est très concentré par rapport à ça, et c'est ce qui fait l'intérêt du miel, c'est qu'il va pouvoir se garder par rapport au nectar. Le nectar ne se garderait pas. Et le deuxième rôle que vont jouer les abeilles, c'est que quand elles vont se passer de l'une à l'autre ce nectar, elles vont, en se le passant de l'une à l'autre, y ajouter des enzymes qu'elles ont dans leur jabot et sur la langue. Elles vont se le passer de l'une à l'autre, et ces enzymes vont casser le saccharose et le transformer en des sucres directement assimilables, dont les deux principaux sont le fructose, le glucose, et d'autres sucres simples directement assimilables. Il se trouve que pour nous c'est intéressant parce que sur le plan alimentaire, manger du saccharose ou manger les sucres invertis, donc transformés par les abeilles, c'est pas du tout la même chose sur le plan alimentaire. C'est beaucoup plus intéressant sur le plan alimentaire de manger des sucres directement assimilables, qui sont de grande qualité. En plus, c'est pas des fructoses comme ceux qu'on rencontre dans les sodas. Ce sont des fructoses qui sont fermenticibles, qui sont protecteurs, en fait, et qui ont un rôle, comme on dit, antioxydant. Donc c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut trouver comme type de sucre en général. Donc si, imaginons, le nectar devient suffisamment abondant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des ruches qui sont suffisamment peuplées, comme celle-ci, il y a quand même pas mal de monde. On va mettre une grille calibrée qui permet, on appelle ça une grille à reine, qui permet aux abeilles de passer, mais qui ne laisse pas passer la reine. Pourquoi ? Parce que je veux que la reine reste en bas pour pondre dans les cadres que je vous ai montrés. Donc on va mettre ça par-dessus. Voilà, donc la grille à reine. Les abeilles pourront passer, pas la reine. Et par-dessus, je vais mettre ce qu'on appelle une hausse. Hausse, ça s'écrit H-A-U-2-S-E. Ça veut dire en fait ce qui est en haut, hein, la partie haute. Et donc cette hausse, voilà, contient des cadres de cire, alors plus ou moins jeunes, plus ou moins qui ont déjà servi, tout dépend, quoi. Voilà. Et vous avez des alvéoles qui ont été construites par les abeilles sur les mielées précédentes, mais qui sont complètement vides. C'est léger ça. Voilà. Mais c'est léger, mais c'est solide quand même. Hein. Et donc les abeilles vont monter là, si la mielée est suffisante, elles vont monter et elles vont utiliser cet espace pour y mettre le nouveau miel de la floraison qui est en cours. Et voilà, ça c'est un cadre qui est récoltable. Et parce qu'il faut bien comprendre que le miel qu'on va extraire à la miellerie, c'est exactement le même qui est dans la ruche. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien. Mais il faut quand même qu'il soit fini. Il faut que les abeilles aient complètement fait leur travail, à la fois de déshydratation du nectar, de transformation des sucres,
tout ça soit bien complet, bien fini. Voilà. Hein, c'est quelque chose de très important. Alors Jean-Louis, du coup, depuis quelques années, c'est devenu un petit peu difficile pour les récoltes. Qu'est-ce qui explique ces difficultés? Il y a plusieurs phénomènes qui sont en train de s'accélérer. On va dire depuis plusieurs années pour le climat, oui, avec des accélérations brutales comme celles qu'on a connues avec la canicule du mois de juin en 2025. Ce qui nous a tous surpris, hein. On s'est retrouvé avec des canicules très importantes dans les endroits où nous avions transhumé les ruches. Donc déjà sur les lavandes en Haute-Provence, et puis en montagne aussi, hein, où on a vu les fleurs qui passaient d'un seul coup alors qu'elles étaient belles juste avant. Et quand il y a des seuils de température où il n'y a rien qui résiste, hein, la végétation ne résiste pas. Et comme je l'ai expliqué, les abeilles ne fabriquent pas le miel à partir de rien. Elles fabriquent le miel à partir du nectar qui est dans la corolle des fleurs. Si les fleurs sont en souffrance et sont abîmées, elles ne peuvent pas distribuer du nectar aux insectes alors qu'elles sont tout simplement en train de crever de soif, quoi. Donc il y a vraiment une réaction violente de la part des végétaux qui arrête, comme vous fermeriez un robinet, hein, qui arrête la production de nectar, donc les abeilles se retrouvent sans rien à récolter. Mais ce n'est pas le seul problème. Le deuxième problème quand même très important qu'on a, c'est quand même la présence qui ne cesse de croître du frelon asiatique. Le frelon à pattes jaunes, comme on dit exactement. Et ce frelon a une capacité à détruire les ruches de manière très rapide quand ils sont suffisamment nombreux. C'est un animal qui est quand même très organisé, finalement assez intelligent dans sa façon de procéder, qui n'a pas de prédateurs. Et nous, on n'a pas de lutte vraiment efficace à ce stade pour s'en défendre, quoi. C'est vraiment un problème majeur. 12-13 ans qu'on a le frelon ici, dans cette partie ouest des Alpes-Maritimes. Mais depuis 3 ans, c'est ingérable, quoi. Ingérable dans certains endroits. Et il y a des cas, on s'est fait avoir, là, cette année encore, hein, on s'est fait avoir sur des essaims de l'année qui ont été détruits dans certains endroits qui étaient trop impactés par la présence de frelons. Et le temps qu'on réagisse, c'était trop tard pour une partie des colonies, quoi. Vous êtes inquiet pour la suite de ce métier à cause de ces difficultés? Forcément, parce que c'est quelque chose que je vous l'ai dit, on ne s'attendait pas du tout à vivre. Donc que faire quand vous avez plusieurs gros phénomènes comme ça qui se mettent ensemble pour rendre la production d'essaims difficile, la production de miel difficile, la conservation du cheptel très délicate à cause du frelon, en tout cas l'automne. Oui, bien sûr, il y a de quoi être inquiet. Bon, après, moi, ce que je veux dire quand même, parce que c'est très important aussi, c'est qu'on ne baisse pas les bras. Je ne dis pas qu'on va s'en sortir forcément bien, mais en tout cas, on ne baisse pas les bras. On fait face. Pour qu'on puisse comprendre un petit peu, est-ce que vous avez des chiffres de pertes, par exemple, sur une ruche? Combien est-ce que vous perdez? Par exemple, en 2020, c'était une de vos dernières années, une bonne année. Mmh. Aujourd'hui, 5 ans après, vous avez perdu à peu près combien sur des ruches? Moi, je dirais que dans certains cas, je peux considérer que sur la mielée principale qui est la lavande, une année comme cette année, on est à un quart de la production normale, quoi. Par rapport à ce que, enfin normal, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé. Si on perd la moitié, les 3/4 des récoltes, bon, il va falloir tenir, mais comment, quoi? C'est vrai qu'on ne va pas se transformer, on ne va pas changer de métier forcément. Bon, moi j'ai consacré une vie à ça, c'est pas pour baisser les bras maintenant, et les personnes qui m'entourent sont dans le même état d'esprit. On est en train d'essayer de trouver des solutions, mais vous donner lesquelles, si je les avais, je vous le dirais tout de suite, hein. Je ne les ai pas. Les goûts des différents miels que nous sommes capables de produire, je considère que c'est un patrimoine gastronomique en fait, quelque part. Un miel de bruyère blanche de l'Estérel, un miel de thym des Préalpes, un miel de maquis de garrigue, en fait, tous ces miels bien spécifiques, un miel de lavande bien sûr, pour moi c'est un patrimoine, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas perdre. Le marché du miel mondial, c'est un marché qui est en train malheureusement à cause du rouleau compresseur, des faux miels chinois, etc., c'est quelque chose qui se banalise. C'est-à-dire que le miel devient une matière première générique, un produit sucré, qui même quand il n'est pas fraudé, et heureusement c'est quand même assez bien surveillé en France et en Europe, mais même quand il n'est pas fraudé, a tendance quand même à se banaliser en termes de goût. Nous, ce qu'on essaye de faire, on n'est pas la seule région, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer autre chose, c'est de proposer une gamme de miel issus de nos transhumances, et chaque fois que vous changez de sol, chaque fois que vous changez d'altitude et de climat, vous changez les plantes. Et en changeant ça, en transhumant, donc en allant au rendez-vous des fleurs, on arrive à produire des miels différents. Et c'est ça en fait, c'est ce côté chasseur de miel. Je vais
rencontrer la fleur au moment où elle commence à fleurir, avec des abeilles prêtes à produire, donc des ruches prêtes, et on va essayer de vous ramener le goût de l'endroit où on a amené les ruches. Vous voyez, donc c'est à la fois ce patrimoine, tout ce travail de protection des appellations et de la qualité qu'on a mis en place, qui me préoccupe parce que j'aimerais bien quand même que ça perdure bien au-delà de nous, quoi, et qu'on arrive à donner de l'avenir à un beau métier. C'est un très beau métier, hein. C'est un métier où on appelle ça de l'apiculture pastorale. Je ne sais pas si les gens le savent. Ce que ça veut dire pastoral, ça veut dire qu'on est comme les moutons, hein, on se déplace en fait, on transhume. Et on va suivre les fleurs. Moi je trouve que c'est un métier magnifique. Ça serait vraiment dommage de perdre ça, quoi, de perdre ce savoir-faire et le patrimoine gastronomique qui va avec, et la protection qu'on a voulu mettre en place pour protéger ce trésor de goût que nous sommes capables de produire. On va tranquillement visiter les locaux où nous sommes. En fait, on est dans ce qu'on appelle nous la miellerie. C'est un peu notre camp de base, hein. C'est là que les récoltes viennent au fur et à mesure qu'on est capable de les récolter sur les ruchers. Et c'est de là qu'elles repartent ensuite, une fois qu'elles sont conditionnées, pour aller vers les clients, hein. C'est le but quand même, c'est que chacun puisse profiter de ça. Voilà. Donc dans une pièce comme ça, en fait, il y a deux actions principales. La première, c'est quand on a les récoltes, alors là, c'est pas la saison, mais quand on a les récoltes, on sépare le miel de la cire par différents procédés. On des opercules, on fait tourner par force centrifuge dans des machines comme ça les cadres pour que le miel qui est encore liquide puisse s'extraire des alvéoles. Les cadres qu'on a vus tout à l'heure. Hein, les cadres qu'on a vus dans les ruches. Donc en fait, on va les positionner dans ce qu'on appelle l'extracteur. Donc ça tourne très vite, hein. Et on va récupérer d'un côté le miel, et de l'autre, on va récupérer ensuite les cadres qui auront été vidés, donc où il n'y a plus que la cire, comme je vous l'ai montré, qui vont ensuite pouvoir resservir pour d'autres récoltes. Et le miel et les cadres donc, seront séparés. Et puis le miel, une fois qu'il est séparé, où est-ce qu'on le retrouve ? Il est tout collecté dans un bac, dans un premier temps, et ensuite dans les cuves en inox que vous voyez là tout autour. Donc en fait, on appelle ces cuves des maturateurs. C'est peut-être un mot un peu impropre parce que le miel ne mature pas vraiment, il est ce qu'il est. Mais ensuite, surtout, il va décanter. La cire est plus légère que le miel. Donc en fait, la cire va remonter en haut des cuves. Ça va mettre du temps, hein, parce que pour qu'un petit morceau de cire puisse remonter depuis le bas jusque là, dans une matière qui est quand même très épaisse, hein, si les abeilles ont bien fait leur travail, le miel est très sec, donc il est très visqueux. Et bon, cette cire va remonter, et ensuite il faudra qu'on l'écume manuellement, hein. On va tout simplement rendre la surface du miel comme un miroir. On va enlever la cire. Il y a des étapes où il faut, dans certains cas, filtrer, c'est-à-dire on filtre avec des filtres très fins, comme ça, là. C'est tout simplement des mailles de nylon, hein. Voilà, pour arriver à, là aussi, une fois de plus, séparer le miel de la cire par filtration. Ça dépend des cas, comment on travaille. Et donc du coup, Jean-Louis, juste à côté de cet atelier, vous avez donc la boutique où on trouve donc les différentes sortes de miel dont vous nous avez parlé juste ici. Ben, c'est le résultat fini de tout notre travail, en fait, hein, depuis le travail des abeilles dans les différents ruchers, dans les différents emplacements, garrigues, montagnes, forêts, plateaux de Haute-Provence, etc. Et donc, ça, plus le travail qu'on fait ici, donc, dans la miellerie, ben, le résultat final, il est là. Alors, ce qu'on constate d'abord, moi je pense quand même, ça saute vraiment aux yeux, ce qu'on constate d'abord, c'est qu'ils ne sont pas tous la même couleur. Vous avez des miels blancs, des miels noirs, des miels roux, des miels qui sont légèrement ambrés. On constate aussi très facilement que vous en avez qui sont encore liquides, d'autres qui sont cristallisés, hein, comme la lavande ici. La lavande, c'est plutôt cristallisé. Maintenant, parce qu'à la date où nous sommes maintenant. Hein, nous sommes en novembre, donc c'est tout à fait normal que la lavande soit cristallisée. Voilà. Et donc vous avez toutes ces différences entre les miels qui sont dues vraiment à une seule chose, c'est la plante ou les plantes, quand il s'agit de toutes fleurs, butinées par les abeilles. L'apiculteur et l'abeille feront toujours le même travail, que ce soit sur n'importe quelle plante mellifère, donc capable de donner du nectar ou de la sève pour les arbres. Et les différences viennent vraiment de la composition naturelle de cette sève élaborée par la plante qui est mise à disposition des abeilles. C'est la matière première, en fait, qui n'est pas de la même composition,
qui va donner ensuite des résultats très différents. Je vais vous montrer avec une cuillère ce que ça donne. Si on se dirige vers, par exemple, où est-ce qu'il est le maquis de l'Estérel, voilà, il est là. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait dans les pôles. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la ruche où on était tout à l'heure. Voilà, exactement. Et donc ces miels, sauf que là, il est cristallisé parce que comme on l'a extrait, ben, il ne peut pas rester liquide. Et voilà, vous voyez, c'est quand même très souple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut prendre facilement, sans tordre la cuillère, même pour les gens un petit peu âgés ou quoi, ou qui ont mal au poignet, on arrive très facilement à récupérer le miel. Et ce sont des miels qui sont de qualité très secs, qui ne coulent pas, qui ne tombent pas. Si c'est pour les enfants, c'est plus facile aussi à leur donner à manger parce qu'ils ne font pas des fils entre le pot et eux-mêmes. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui c'est pratique de ce côté-là. C'est la nature du produit, mais en plus, il faut reconnaître qu'il y a un côté très agréable et très pratique comme ça. Voilà, tant qu'à faire, vous la voulez? Ah bah allez-y, vous pouvez. Merci. C'est un miel de bruyère de maquis. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on allait voir tout à l'heure dans la ruche. C'est ce qu'on est allé voir tout à l'heure. Bah c'est très bon. Hein. Bien sûr que c'est bon. Alors Jean-Louis, on se retrouve donc un petit peu plus tard dans un restaurant où vous livrez votre miel, parce que ce miel-là, eh bien, il faut bien en faire quelque chose après production. Il faut surtout le mettre en valeur. Donc ici chez Christophe Ferré, donc on a l'habitude de travailler avec ce chef que j'apprécie et qui va nous proposer une recette très simple pour mettre en valeur, là en l'occurrence, du miel de lavande. Allez, on vous suit en cuisine. Je suppose que vous allez proposer ce produit à Christophe. Oui. Bonsoir. Ça va? Alors Christophe, vous pour une petite recette, qu'est-ce que vous allez utiliser là? On voit que Jean-Louis vous a ramené donc 2 pots de miel de lavande, 1 kilo et un peu moins, c'est ça? Je ne sais pas si tu as besoin pour ce soir. Ça dépend pour ce soir ce que tu veux utiliser. Avec les 500, c'est largement suffisant. Là, on va faire, après ça reste un classique, on va faire magret. Magret, on va le laquer au miel de lavande. Alors le miel, c'est vrai que avec Jean-Louis, on a fait pas mal de... le marché du miel, enfin tout ce qui est... Et le miel, moi j'aime bien quand il n'est pas trop cuit. Parce que sinon il va perdre ses saveurs et tout ce qui s'ensuit. Donc on va juste le laquer un peu sous la salamandre. Donc on va faire une cuisson de magret classique. Et de là, après, on va utiliser le miel, mais pour la fin de cuisson. Pour avoir toutes les saveurs du miel, tout l'avantage du miel, quoi, en fait. Alors, donc là, l'étape qu'on vient de voir, on enrobe le canard. Là, j'ai mis un petit peu d'épices pour aussi avoir d'autres saveurs, pas se limiter juste au miel. Le miel, en fait, ça va être le support du reste, quoi. Donc on le démarre côté peau. Comme ça, sans matière grasse, le gras du canard va se complaire à lui-même. Donc ça, pendant que ça cuit, donc au préalable, après, j'ai préparé des petites pommes de terre. Donc c'est les pommes de terre amandines qu'on a cuit au four. Juste de l'huile, pareil, un petit peu d'aromate. Et ça va être la garniture avec quelques légumes. Donc vraiment, c'est un plat facile à faire à la maison. Le temps de cuisson, pas trop long, du coup, non plus. Le temps de cuisson, le magret, on va être sur 5 minutes à peu près, quoi. Parce que après, les goûts et les couleurs, hein, c'est toujours pareil. Mais sur une cuisson un peu rosée, là, on va avoir 3-4 minutes côté peau, 2 minutes de l'autre côté. Et le magret, on va le finir sous la salamandre avec le miel pour le laquer. Et de là, je vais dégraisser la poêle et je vais utiliser le miel aussi pour faire la sauce. Alors du coup là, Christophe, prochaine étape. Alors là, on va badigeonner généreusement le magret. Donc le fait d'avoir quadrillé légèrement de biais, en fait, ça permet au miel de pénétrer entre le gras et la chair du magret. Et là, après, hop, directement sous la salamandre. Et le fait de faire chauffer, c'est un objectif particulier? Là, en fait, ça va être pour le laquer. Donc le miel va rendre la peau plus croustillante. Et en fait, on a un laquage, mais avec du miel de lavande qui va donner une saveur supplémentaire au magret. Et là, on va être sur du sucré salé, justement. Là, en fait, maintenant qu'il a été laqué, il va légèrement refroidir. Et en fait, on va avoir une peau qui va être croustillante. Donc, et le miel, on ne l'a pas brusqué non plus. Donc on a le miel dans les interstices qu'on a créé avec le couteau. Donc au fur et à mesure qu'on va manger, en fait, on va avoir le miel qui va se mettre gustativement sur l'assiette. Là, ça c'est la touche finale, hein, vraiment la sauce. sauce. C'est la sauce. Là on va mettre 2-3 légumes. Donc nous on met toujours brocoli, carottes, un peu histoire d'avoir un petit peu de végétal aussi.
Et là, du coup, c'est la touche finale. Voilà. Là, et après, on a fait une petite tuile. J'avais des moules, ça tombait bien. J'avais des moules avec des abeilles dessus. Donc, En référence, du coup, au travail de Voilà. Jean-Louis et au miel. comme ça. Et voilà, c'est fini, c'est rapide, c'est bon, c'est beau. Comme je dis toujours, il faut du beau pour donner du bon. Il y a déjà les yeux qui jouent en premier et après il y a le reste. Mais d'abord, il y a le produit. Et c'est vrai qu'il faut des gens qui aiment leur métier et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour avoir le meilleur pour le client. C'est le principal.